Retour sur ce plateau. Bonjour Roland, Laurent, Tonéikès, bienvenue ce matin. Carole Olaye, bonjour. Auditeur de la 102.3 FM, bonjour. Nous démarrons déjà avec vous ce matin en attendant l'arrivée de Marc Goudiano sur ce plateau. Alors, on démarre avec la politique et plus précisément avec le quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre ce matin « Élection générale de 2026, la mouvance se serre les coudes, l'opposition part en vrac ». Roland, partagez-vous cette lecture du quotidien? Oui, malheureusement, c'est le constat qui est fait sur la scène politique au Bénin, malheureusement, pour les acteurs politiques de l'opposition et heureusement pour les acteurs politiques de la mouvance, parce que quand vous regardez la scène politique aujourd'hui, le chef de l'État, Patrice Talon, travaille à remobiliser sa troupe, à resserrer les rangs autour de lui pour la mouvance présidentielle, même si, au fond, en interne, il y a quelques mécompréhensions, et quelques divergences dans une certaine mesure. Mais on constate quand même, parce que quand vous voyez un peu les membres du gouvernement qui sont UP, BR pour la plupart, et puis après, vous allez constater que le chef de l'État, dans la continuité de ce qu'il souhaite pour peut-être 2026, c'est qu'il a réussi à nommer les leaders des autres formations politiques qui se sont sentis la plupart du temps marginalisés ou laissés pour compte, notamment Renaissance nationale et moi le Bénin. Il a réussi à les nommer ministres conseillers. Et donc, quand vous voyez la dynamique de ces deux personnalités sur le terrain politique, notamment les sorties et les descentes de Mme Claudine Frédin sur le président du Parti Renaissance nationale et du président de Mouel Bénin, Jacques Ayadji, vous constatez clairement que ces deux personnalités mouillent davantage le maillot pour la mouvance présidentielle. Et donc, il n'y a pas matière à s'inquiéter pour la mouvance en termes de resserrage, en tout cas des liens dans une certaine mesure pour avoir un résultat en 2026. Par contre, quand vous allez du côté de l'opposition, vous allez voir que les langages ne sont pas les mêmes. Dans une certaine mesure, vous voyez le Parti démocrate qui veut qui veut prendre le lead pour être au devant de la scène et faire en sorte que les autres forces de l'opposition puissent adhérer à l'idéal de cette formation politique. Mais malheureusement, on constate que quelques formations politiques semblent avoir des réticences. Notamment, ça commence par le parti FCBE. Et quand vous voyez un peu ça, vous posez la question de savoir alors finalement, parce que si tant est que le parti FCBE a pu avoir 6 mairies sur les 117 communes, si tant est que le parti FCBE a réussi à avoir quelques élus dans certains arrondissements du Bénin, il est très important que ce parti-ci, en réalité, il est de l'opposition, travaille à aller avec le parti des démocrates et notamment les autres partis, JSR, NFN et puis MPL, tout ce que vous voulez, que ces partis travaillent à aller ensemble pour espérer conquérir le pouvoir d'État. Je donnerai deux exemples simples. Quand vous allez en Gambie, Yaya Jammeh a fait feu de tout bois tout le temps. Il gagnait les élections. Les opposants allaient en disperser, mais à un moment donné, il a fallu que les opposants se mettent ensemble et décident d'aller aux élections ensemble en portant un candidat. Et ce candidat porté à l'époque était Adama Barrow. Et donc Adama Barrow, porté par les opposants à l'époque, qui ont dû faire leur ego et se mettre au-dessus de la situation et accepter que quelqu'un porte leur voix, ça a marché. Ça a marché au point où la CEDEAO n'avait d'autre choix que de sommer Yaya Jammeh de laisser le pouvoir du parti. Donc aujourd'hui, dans le contexte qui est le contexte béninois, c'est qu'en l'état, les démocrates, à voir de près ou de loin, on a l'impression qu'ils sont en train d'avoir une assise pratiquement dans toutes les régions du Bénin. Sauf que ce qu'on sent avant les élections peut ne pas être exactement ce qui va être issu des urnes, parce que dans certaines localités, qu'on le veuille ou non, il y a des acteurs. Et comme je le dis souvent, c'est-à-dire que nous parlons ici de plusieurs élections. Nous parlons des élections communales, nous parlons des élections législatives et nous parlons de la présidentielle. Les élections, ces élections ne se ressemblent jamais. C'est-à-dire que quand vous prenez les élections communales dans l'arrondissement dans la commune d'Abonkavi simplement, parce que vous, Carole Olaye, vous êtes candidate à Godomé, il se peut que les gens de Godomé votent pour vous parce que vous êtes quelqu'un de la zone, on vous maîtrise, on vous connaît. Et parce que moi, peut-être je suis à Calavi Centre, je suis candidat. Je ne suis pas candidat, donc, chers politiciens, rassurez-vous. Alors, donc, parce que je suis à Calavi Centre, parce que les gens me connaissent, ils vont décider de voter pour moi.
Mais il se fait que le taux de participation pour les élections législatives et locales et communales peut ne pas être le même que les élections législatives parce qu'il s'agit d'un individu qui doit représenter toute la masse. Et quand vous rentrez dans certaines régions, il peut ne pas être aimé. Par contre, dans certaines localités, les proximités, les autres élections sont des élections de proximité. Et les gens peuvent sortir pour aller voter juste à cause de leurs liens de famille, liens professionnels, liens, je ne sais pas, beaucoup d'autres considérations. Donc, c'est en cela que aujourd'hui, il faut quand même que les élections, les partis politiques de l'opposition travaillent à être ensemble plutôt que de vouloir se mettre les bâtons dans les roues où on est de l'opposition, on sollicite des parrainages de la mouvance, beaucoup de choses qui se passent déjà, qui se disent et des déclarations qui sont faites aujourd'hui inquiètent l'opposition vraiment pas en vrac. Et là, je crois que ça va être difficile parce qu'après tout, vous imaginez, on a déjà vu ça dans d'autres pays, hein. C'est-à-dire on va aux élections, les opposants, ceux qui sont en vue, en tout cas, les formations qui sont les plus en vue gagnent les élections dans certaines localités, mais leurs premiers détracteurs se trouvent être des partis d'opposition en même temps. Et donc, ça fera l'affaire de la mouvance. Et c'est en cela que les opposants ont tout intérêt à se mettre ensemble, ne serait-ce que sur l'idéal de la conquête du pouvoir dans une certaine mesure, si tant est que leur combat à eux tous, c'est la conquête du pouvoir d'État. Autrement, vous allez voir le Parti démocrate avoir des élus dans certaines localités, être attaqué par le Parti FCV. Ça peut arriver, je ne dis pas que c'est exactement ça. Vous pouvez voir le Parti FCV démocrate avoir des élus quelque part et être attaqué, malheureusement par MPL peut-être, ou autre formation politique. Vous allez voir, et ça devient une guerre interne entre les formations politiques, pendant que la mouvance de l'autre côté travaille à se mettre ensemble. Mais concrètement, que fait aujourd'hui la mouvance de ce côté pour qu'on puisse parler de se serrer les coudes? Parce que nous savons qu'il y a également deux partis là-bas. Oui, non, il n'y a pas deux partis du côté de la mouvance. Il y a 4 partis du côté de la mouvance. J'ai expliqué clairement que... Bon, justement, les partis les plus représentatifs. Oui, mais le problème... Je veux parler du BR et de l'UPR. Vous allez voir que, d'abord, ils travaillent... Et il y a, au-delà de la guerre du leadership qu'on observe au sein de ces partis politiques, nous pouvons également parler des intérêts qui guident ces hommes politiques. Oui, bon, moi je crois qu'en l'état actuellement... C'est pour dire, est-ce que vraiment il y a l'union comme on veut nous le faire croire? Bon, ça c'est un fait. C'est un fait. C'est pour ça que tu as parlé. Je voulais parler sur ce terrain. Le plus important pour moi, c'est de voir les actions menées par le chef de l'État. Le chef de l'État travaille à ce que ces éléments soient ensemble. Il travaille à ce que ces éléments s'entendent sur un idéal. Et les deux partis qui se sentaient marginalisés ou lésés par le passé, il a réussi à les positionner, c'est-à-dire positionner en ce sens qu'il les envoie en mission. Et la mission accomplie par ces deux personnalités, vous voyez clairement que c'est pour donner de la matière, en tout cas, pour donner plus de valeur, plus de notoriété au pouvoir en place, notamment à Patrice Talon et à son régime. Donc, je crois sincèrement que UP, le Renouveau et le BR ont fait le travail qui est le leur. Aujourd'hui, le chef de l'État a travaillé à mettre dans son équipe de façon claire et officielle les deux formations politiques qui, entre-temps, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'initiatives sur lesquelles on a vu que, par exemple, quand vous prenez les jeunes de la mouvance présidentielle se réunir et écarter les jeunes de Renaissance nationale, autrefois UDBN, écarter les jeunes de Moël Bénin aujourd'hui. Et quand on, voilà, et quand vous regardez aussi la fusion, je dirais, ou bien l'union entre BR et UDBN à l'époque, avec tout ce que ça a engendré, tout ça là, et qu'aujourd'hui le chef d'État en arrive à choisir ces deux personnalités, Moël Ben Jacques Ayadi et Claudine Prénentieux comme ministre conseiller, c'est qu'il veut que ceux-là s'impliquent également davantage dans ce qui se fait. Ils ne veulent pas les voir se désintéresser de ce qui doit être l'idéal pour encore que ça peut leur coûter, parce qu'il faut le dire, c'est des partis politiques aujourd'hui qui s'affirment sur le terrain. Donc voilà, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis que le chef de l'État travaille à un idéal, voir les formations politiques parler le même langage. Écoutez, on ne peut pas être Claudine Prénentieux ou Jacques Ayadi, passer sur le terrain, dire tout ce qu'on est en train de dire là, que Patrice Talon a fait des efforts, tout ça là, c'est bon, et revenir après pour dire que non, attention, ce n'est pas bon. Donc,
ils sont investis d'une mission qui les engage aujourd'hui. Et je sais qu'ils ont pris la mesure de la mission à eux confier et ils le jouent. Ils jouent pleinement leur rôle, ils accomplissent bien leur mission. Et le chef, c'est ce qu'il attend pour que toute la famille, la mouvance se réunisse. Par contre, au niveau de l'opposition, l'autre vous dira que bon, il n'est pas d'accord avec ce que les autres pensent. Et puis, vous connaissez un peu le débat. Je ne vais pas aller dans les détails. Bonjour Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Alaye. Bonjour Roland Laurent Taninquès. Bonjour à tous les amis, internautes et téléspectateurs. Et depuis peu, auditeur également de la 102.3. Oui, auditeur également de la 102.3. Voilà, nous étions avec Matin Libre et nous parlions politique, comme vous avez pu le constater. Présidentielle, élection générale de 2026, la mouvance se serre les coudes, l'opposition part en vrac. Quelle est votre lecture? D'abord, ma première lecture va... lorsqu'on parle de la mouvance, d'abord on parle de qui est qui. On parle de tous ceux qui se réunissent autour du chef de l'État et qui soutiennent ses actions. À commencer par la fusion de plusieurs partis politiques donnant naissance au BR et également donnant naissance à l'UPR qui constituent les deux grands ensembles partis de la grande mouvance présidentielle. Et il faut remarquer qu'au sein de ces partis, chacun a déjà eu sa part du gâteau et que chacun parmi les grands leaders de ces partis politiques ou les acteurs de ces partis politiques ont pu, pendant les 9 ans du pouvoir de Patrice Talon, ont pu quand même occuper des postes de responsabilité de part et d'autre. Ça veut dire qu'ils ont déjà goûté au pouvoir et donc c'est des gens qui doivent allégeance au chef de l'État parce que le chef de l'État les a nourris pendant longtemps, pendant ces 9 ans, si je puis le dire. Et donc, lorsque vous êtes dans ce schéma-là, c'est normal que vos liens soient soudés parce que celui qui vous donne à manger, c'est pas évident que vous puissiez parler autre langue ou autre langage que le langage qu'il utilise. Et donc, tous ces acteurs politiques et tous ces militants politiques qui sont au sein de la mouvance présidentielle, déjà, tel que je le disais, on fait allégeance au chef de l'État. Et donc, cela les oblige à pouvoir participer à la politique du chef de l'État et également à rester dans la même vision que le chef de l'État. Et donc, ce serait quand même, sauf cataclysme, de pouvoir les voir se désolidariser de façon ouverte, même si on peut déjà se dire qu'il y a quelques remous, quelques mécontentements au sein de ces grands ensembles liés à quelques leaders, liés à quelques guerres de leadership au sein de cette mouvance présidentielle. Et donc, quand le journal dit qu'il se serre les coudes, c'est parce qu'en ce moment actuel, ils ont intérêt à se serrer les coudes et c'est parce que les intérêts les unissent encore. Parce que ce sont les intérêts qui font qu'aujourd'hui, ils sont encore soudés. Imaginons à l'instant où, lorsqu'ils vont sentir Patrice Talon en train de quitter le pouvoir et que le dauphin, que le chef de l'État va choisir, ne va pas rentrer dans leur ligne droite ou ne va pas, en tout cas, les avantager pour la suite des événements, je pense que c'est en cela qu'on verra réellement s'ils se serrent réellement les coudes. Parce que on dit généralement, c'est lorsque vous êtes à la porte des épreuves, d'accord? À la porte de tout ce qui peut mettre en doute votre loyauté. C'est en cela qu'on va vraiment, véritablement se rendre compte si vous êtes vraiment loyal. Et si aujourd'hui, il se serre les coudes, c'est sûrement à cause des enjeux. Parce que sûrement, un leader politique dans sa circonscription électorale, bien dans sa zone, aspire à toujours garder son leadership en tant que député ou bien en tant que maire. Il y a également d'autres leaders politiques qui veulent quand même composer avec le prochain dauphin du chef de l'État. Et donc, il doit rester dans la dynamique du chef de l'État afin de pouvoir continuer à le servir pour que, lors de l'alternance, le dauphin que le chef de l'État choisira puisse quand même les garder, les coopter également pour qu'ils puissent toujours continuer à puiser en tout cas dans la marmite. Et donc, ainsi pris, je pense que c'est, même si on dit qu'il se serre les coudes, moi je dirais que c'est entre griffes. Et il faut dire que pendant tout ce temps où tous ces acteurs politiques étaient aux côtés du chef de l'État, profitaient de tout ce qui est lié au pouvoir d'État, pendant ce temps, ceux qui étaient de l'opposition étaient marginalisés, étaient mis de côté. Ils n'avaient pas eu l'opportunité, par exemple, de participer à un moment donné aux élections, avaient été écartés à un moment donné d'un certain nombre de choses. Et donc, ils n'avaient pas,
en réalité beaucoup de mains libres pour pouvoir quand même mieux exercer leur pouvoir en ce qui concerne, je dirais, le contrôle de l'action du gouvernement. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut être fier qu'on ait aujourd'hui, par exemple, des députés de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui, normalement, dans leur rôle, puissent quand même demander un certain nombre d'éclaircissements par rapport à certaines situations, par rapport à certaines dépenses qui sont faites, par exemple, parlant du budget national. Et donc, ça amène à ce que, est-ce que ces leaders politiques de l'opposition ont réellement les moyens de pouvoir consolider les quelque peu de leaders au sein de l'opposition qu'ils ont déjà, de pouvoir consolider les liens. Parce que ce sont les intérêts qui lient généralement les politiciens. Et lorsque vous n'avez pas, en tout cas, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir mieux les garder, il y aura toujours des brebis galeuses parmi vous parce que votre idéologie, c'est quoi? Est-ce que le politicien béninois ou l'homme politique béninois a été éduqué à suivre une idéologie et quel qu'en soit ce qui arrivera, il sera prêt à pouvoir suivre cette ligne de conduite-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et même au sein de la grande mouvance présidentielle, ce n'est pas également le cas. Ce qui fait que, généralement, à l'approche des élections, vous entendez les diverses opinions, vous entendez les revirements de situation, vous entendez les débauchages. Il y a beaucoup qui changent d'appartenance politique, même s'ils changent même parfois de parti politique. Et donc, cela dénote en réalité que ça soit du camp de la mouvance présidentielle, que ça soit du camp de l'opposition, nul n'est à l'abri. Et que tout le jeu politique se jouera forcément en 2026, à l'orée même de 2026, où on connaîtra, parce qu'en réalité, n'oublions même pas aussi que les mêmes qu'on avait vus autour du chef de l'État aujourd'hui, c'était les mêmes qui étaient avec Yahi. Et donc, on pourrait dire au temps de Yahi que la mouvance de Yahi se serrait les coudes et avait les coups de franc pour pouvoir quand même prendre le pouvoir. Mais à quoi on a assisté vers la fin? Il y avait seulement que quelques-uns qui sont restés et d'autres sont partis. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, le pouvoir d'État a changé de main. Et donc, c'est également possible qu'on puisse assister au même scénario, parce qu'en réalité, tout ce qui lie les hommes politiques, ce n'est que des intérêts. Et tant qu'il y a les intérêts en jeu, que ce soit ceux qui se serrent les coudes et que ce soit ceux qui partent en vrac, je pense qu'à l'orée de 2026, vers octobre, où le choix du candidat des deux côtés se fera, on verra vraiment le vrai visage de quelques-uns. Voilà, Roland, dans la même veine, s'appuyant sur votre lecture de cette information, Dynamisme Info titre ce matin « Opposition forte et unie pour 2026, seule une véritable synergie d'action pour acter l'alternance ». Oui, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'Adama Barrow en Gambie, et tout près au Nigeria, ici, il y avait le cas Goodluck Jonathan, où l'opposition à un moment donné s'est mise ensemble, également pour conquérir le pouvoir. Donc, la seule solution pour l'opposition aujourd'hui, c'est d'être forte et unie. Soit ils décident, les acteurs de l'opposition décident d'être forts et unis, soit ils décident de se tirer des balles dans les pattes et ils permettent au pouvoir en place de continuer avec, comme dans la dynamique du après, nous c'est nous, il y aura la continuité. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le seul défi pour eux, c'est de s'entendre sur un idéal. Que les intérêts personnels soient mis de côté carrément et comprendre que nous voulons peut-être travailler à gagner le pouvoir. Parce que vous avez en face de vous une machine qui travaille. Et quand vous parlez, on parlait de se serrer les coudes, en réalité, ce n'est pas que ça. C'est un pouvoir qui, depuis 2016, nous a sorti plusieurs stratégies politiques pour soit rendre la tâche difficile à certains partis politiques au point où certains n'ont pas pu aller aux élections, ou soit s'il y a des documents, il y a beaucoup de choses qu'on peut rappeler sur ce côté-là, de ce côté-là. Donc, nous avons en face un régime qui réfléchit déjà à faire taire les divergences, même si on ne pourra pas réussir à faire taire tout le monde, c'est que des gens sont tellement, comment vous appelez, soumis que eux, on peut toujours compter sur eux. Mais le véritable problème, c'est qu'il y a des stratégies politiques qui sont certainement en train d'être peaufinées dans le laboratoire.
Et donc, quand vous restez là, pensez que vous pouvez seulement mobiliser et gagner les élections, il faut penser à contrer aussi les stratégies qu'on va sortir. Quand on prend les élections organisées de 2019 à aujourd'hui, on peut voir à chaque élection quelle stratégie a été utilisée pour soit bloquer la voie à ceux-là qui espèrent avoir des élus ou aller aux élections, ou alors ceux qui ont été aux élections après, qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je prends le code électoral là, écoutez, les partis n'auront pas le procès verbal au thème des élections. C'est déjà un fait. C'est déjà une stratégie en réalité qui fait que vous pouvez bien avoir de bons chiffres dans les urnes, mais malheureusement, vous n'avez pas la preuve matérielle sous la main pour demander justice à un moment donné. C'est déjà un fait qui doit interpeller. Et qui doit interpeller alors les acteurs politiques pour dire, mais avons-nous les moyens de contrer la machine là qui vient là? Est-ce que nous avons véritablement les moyens? Et si individuellement vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens, la seule alternative, c'est que vous vous mettez ensemble alors pour dire on y va ensemble pour contrer la machine. Autrement, ils ont été dribblés, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont été dribblés en 2019, 2020, 2023, 2021 si vous voulez également. S'ils ne se réveillent pas pour se préparer à contrer les stratégies et la machine, s'ils ne se réveillent pas pour se mettre ensemble, une fois encore, ils risquent d'être dribblés. Et ce serait malheureux pour eux. Oui, ce serait vraiment malheureux pour eux parce qu'il faut remarquer qu'ils ont l'opposition en face, une mouvance présidentielle qui est très organisée et très structurée et qui est tenue de main de maître par le chef de l'État, qui est un fin stratège. Et donc, quand c'est ainsi, ça veut dire que vous devez être sur le qui-vive et que vous devez mieux vous organiser. Et s'organiser, moi, je pense que dans la droite ligne de cette synergie, c'est déjà commencer par créer un cadre de dialogue entre eux, entre membres, d'accord, de l'opposition, où ils vont pouvoir quand même s'asseoir et discuter des questions les plus pertinentes en ce qui concerne tous les points ou toutes les manigances qui peuvent être faites, d'accord, par le pouvoir en place afin de les empêcher ou bien de limiter, en tout cas, leur électorat à pouvoir aller voter ou pas. Et donc, dans ce cas, ça c'est l'une des stratégies qu'il faut mettre en place, dialoguer et ensemble, parce qu'on dit ensemble on est plus fort. Et donc ensemble, s'ils discutent des stratégies, s'ils discutent du plan à mettre en œuvre afin de pouvoir quand même contrer tout ce que le pouvoir peut anticiper et faire, ça serait déjà un premier pas. La seconde des choses, c'est d'identifier un projet commun. Parce qu'en réalité, aller aux élections ou chercher une alternative crédible, ce n'est pas une guerre de personnes. Et c'est ça, il faut le dire toujours. Ce n'est pas une guerre en talons et yaï qui va en réalité justifier ou donner le bien fondé aux électeurs pour pouvoir aller voter pour l'opposition. Non. Il faut véritablement identifier un projet commun qui puisse réunir tous les acteurs et tenir compte des aspirations réelles du peuple. C'est ça. D'accord, et des citoyens. Et donc, c'est en cela qu'ils doivent également s'activer. Et ça fait partie des questions dont ils doivent discuter entre eux. Il faut désigner un candidat également qui soit un candidat de consensus. Parce que lorsque de l'autre côté, on sait que c'est le chef de l'État qui doit décider probablement du candidat pour les élections présidentielles. Et qu'il se peut que ce candidat n'ait pas forcément la bénédiction de tous les leaders de la mouvance présidentielle. Alors, dans ce cas, il faudra alors pour l'opposition de désigner un candidat qui, quand même, ait le consensus, un candidat de consensus, pour que, en réalité, tous les peuples, toute la population, ou tout, en tout cas, je dirais, tous ceux qui s'estiment de l'opposition quand même puissent se retrouver à travers ce candidat-là. Et que ce candidat ne soit pas imposé également par un autre leader de l'opposition. Vous voyez de qui je parle. Et donc, c'est le même piège qui guette également la mouvance, qui les guette également. Et donc, dans cette synergie-là, ils doivent réellement mûrir les réflexions par rapport à cela. Est-ce que le candidat qu'on a choisi, est-ce que c'est le candidat qui répond réellement aux aspirations du peuple? Est-ce que le projet qu'on a choisi, est-ce que c'est un projet qui répond réellement aux normes et aux principes voulus par la majeure partie des populations? Ça, c'est en cela qu'il faut réfléchir. Et tout cela, c'est en réfléchissant ensemble qu'ils pourraient trouver une issue favorable et non mettre leur ego surdimensionné pour dire, bon, c'est moi le leader, c'est moi qui ai fait tout, donc c'est moi ma décision qui passe in fine. Et donc, quand c'est comme ça, c'est vraiment dommage. Et ça ne pourra pas, en réalité, faire avancer les choses. Et l'autre chose, c'est de mobiliser également toute la société civile et les jeunes également, afin
qu'ils comprennent en réalité les idéaux qui sous-tendent en réalité le candidat que l'opposition aurait à choisir. Et donc, pour pouvoir mettre tout cet état de choses en route, c'est qu'il faut forcément travailler ensemble, discuter ensemble, essayer de trouver par voies et moyens entre acteurs de l'opposition, de voir comment est-ce que même ceux qui sont aujourd'hui en train d'être des dissidents ou ne veulent pas forcément cohabiter avec eux ou avec qui ils ont des méfiances par exemple, c'est vraiment le moment d'envoyer de façon incessante une délégation pour essayer de discuter avec ceux-là, de chercher à voir leur réelle motivation. Parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas avec eux aujourd'hui, parce qu'ils savent que le candidat qui sera choisi sera désigné par tel. Et donc, ils ne veulent pas rentrer dans cette dynamique-là. Alors que ceux-là ont des stratégies, ont une intelligence qui dépasse la normale, qui puissent quand même, ou qui ont également peut-être côtoyé l'homme, Patrice Talon, et qui savent déjà en quelque sorte les jeux politiques auxquels il peut jouer. Et donc, c'est toujours bon qu'ils puissent s'entendre, ne pas écarter les uns et les autres, ne pas mettre leurs échos au-dessus de tout, et de pouvoir quand même essayer de discuter, de voir par quelle issue ils peuvent quand même faire l'alternance au pouvoir. Roland, ton idée, vous avez... Non, non, je souris parce qu'on m'a dit que c'était parmi eux une intelligence qui dépasse la normale. Je veux bien qu'il me donne les noms de ces acteurs politiques. Si c'est ceux-là, ceux à qui je pense qu'ils pensent, je suis désolé de le dire, c'est pas la peine. Non, une chose est sûre, on n'a pas tous le même niveau d'intelligence. Il y en a forcément qui ont ce que je veux dire, c'est une analyse beaucoup plus pointue par rapport à certaines situations que d'autres. Il y a d'autres qui sont là seulement pour suivre. Oui. Et on ne travaillera pas seulement avec les suivistes, mais il va falloir également trouver des gens qui apportent de la valeur ajoutée justement, à cette classe de l'opposition. Bon, c'est de ceux-là que je parle, c'est les plus intelligents. Ils sont plus intelligents. Ils ont eu un QI très développé. Okay, comme Patrice Talon, par exemple. Non, non, je ne sais pas. Vous pourrez le laisser. Patrice Talon n'est pas de l'opposition. Non, qui a un QI développé comme lui, je dis. Mais dans l'opposition, il y a des gens intelligents, d'accord. Mais si c'est ceux-là, quand vous voulez travailler à fédérer, en tout cas, ou adhérer aux idéaux des autres là, qui ont une intelligence au-delà de la normale, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que pour moi... Suivez son regard tout simplement. Personne, moi. Pour moi... Suivez son regard tout simplement. Pour moi, j'estime véritablement qu'il y a un problème au niveau de l'opposition qu'il faut régler. Et c'est ma lecture. Je crois que ça va être peut-être le constat fait par beaucoup de personnes. C'est que j'ai l'impression que Paul Ronquin a du mal à digérer le fait qu'il ne soit pas plus chef de file de l'opposition. Il fait cette guerre aux autres courants de l'opposition à cause de cette situation. Parce que vous avez, à un moment donné, il était tout... Mais c'était prévisible. Non, c'est vous qui voyez que c'était prévisible. Lui n'avait pas vu ça comme ça. Mais il faut comprendre le personnage. Peut-être qu'on lui a fait des promesses qui n'ont plus... Donc, lui, il avait, même s'il avait été... chef de file d'opposition, sans les attributs, tout ça, là, quand même, il avait quand même, vous savez, au Bénin, nous avons les titres. Les titres. Donc, et que du jour au lendemain, pour une élection, il ne s'attendait pas à avoir... lui arrache. Bon, on n'a pas arraché, c'est ça. Son parti n'a pas travaillé pour avoir les élus. Il faut situer les choses. On lui a arraché ça par les unes. D'une manière ou d'une autre. Oui, on lui a arraché ça par les unes. Il ne le porte plus, ce titre-là. Dois-je comprendre que vous faites partie de ceux qui ont voté pour les démocrates pour lui arracher ce titre? Non, pas du tout. Non, parce que vous dites que vous l'avez arraché ça. Non, il. J'ai dit il. Ah, il, d'accord. Donc vous avez dit on d'abord. C'est les populations qui décident. Non, plus sérieusement, je pense que véritablement, oui, Paul Ronquin doit pouvoir comprendre qu'au-delà de tout, il va falloir qu'il fasse taire ses égos et comprendre que si véritablement il est de l'opposition, Reste à prouver, ce qui reste à prouver. Non, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il est de l'opposition, par exemple. Moi, je veux juste qu'il nous confirme à nouveau et qu'il pose des actes. S'il a déjà prouvé, il n'aura pas à le confirmer. C'est parce que vous-même, vous n'êtes pas convaincu de cette preuve qu'il vous a donnée. Non, il n'a pas donné de preuve, je le connais pas. J'avais pas son numéro de téléphone, je ne sais pas où il réside. Non, il ne m'a pas donné de preuve. Juste que je crois véritablement que s'il veut, si tant est qu'il n'est pas dans la même dynamique que le pouvoir en place, l'idéal aurait été de le voir quand même comprendre que c'est ensemble qu'ils seront forts. Parce que ce qu'il tente de faire là montre clairement que, attention, toute l'opposition aura vraiment des difficultés en 2026 pour les élections. Parce qu'il y aura de guéguerres entre les opposants et puis après tout, ça va peut-être lui profiter à lui, malheureusement. Je vais donner le cas d'un pays comme le Congo,
On est allé aux élections. Joseph Kabila a organisé les élections. Martin Fayulu a gagné les élections. Mais ce n'est pas Martin Fayulu qui dirige le Congo. C'est Tshisekedi qui dirige le Congo. Pendant qu'à un moment donné, certains opposants se sont mis ensemble derrière Fayulu, Tshisekedi a décidé d'aller seul. Et quand on a donné les résultats, tout le monde a vu. La communauté internationale a constaté que c'est Martin Fayulu qui a gagné les élections. Mais Joseph Kabila, parce qu'il a dormi, il n'avait pas de choix que de partir de la tête du Congo, a quand même, avec ce qu'on connaît en Afrique, notamment sous nos cieux, avec les institutions, décidé que c'est Étienne Tshisekedi qui a gagné les élections. On lui a donné le pouvoir. Et on voit ce qu'il en fait au Congo aujourd'hui. Donc, pour vous dire que parfois, les attitudes de certains opposants donnent matière à réflexion. Ou peut-être on pourra donner le pouvoir à Paul Mompay. Non. En suivant le cadre que vous voulez développer. Non, il y a les élections législatives et communales. Et sur ce terrain, vous ne soyez pas surpris peut-être que Paul Mompay aux élections, on arrive à disputer des suffrages avec les démocrates dans certaines localités, et que ça amène un contentieux. Et dès lors que chaque fois il y a un contentieux, c'est que vous donnez la possibilité à l'autre de vous primer. Donc c'est ça en réalité ce qui guette. Et quand on voit tout ça, l'idéal aurait été de voir Paul Mompay comprendre que ce n'est pas... Parce que même lui-même là, il n'a pas réussi à se faire élire chez lui à Bopa, même pour les élections communales. Il n'a pas réussi à se faire élire. Donc il doit comprendre son vrai poids sur l'échiquier politique et savoir qu'aujourd'hui là, il vaut mieux qu'il se range et pouvoir aller aux élections avec les autres ensemble. C'est mieux. Peut-être que s'il se met avec les autres aussi et qu'il était positionné dans sa localité à Bopa, peut-être qu'il aura la chance d'être élu député, pourquoi pas. Plutôt que de vouloir faire un rang, en tout cas aller en solo et puis après aller cogner la tête au poteau et revenir et dire après encore que voilà, que c'est il y a ça. J'estime véritablement que la mouvance travail, Mac a dit que c'est les questions d'intérêt qui unissent les mouvanciers, en tout cas la mouvance aujourd'hui, c'est vrai, c'est un fait. Seulement que Patrice Talon, le maître à penser de la mouvance, travaille également à rassurer les uns les autres et à les contraindre à s'engager. Parce que quand vous voyez les missions qu'on leur confie à chacun, que ce soit ministre, que ce soit député, au-delà, ils disent des choses, ils font des déclarations, au point où demain ils auront des difficultés à venir se dédire et dire autre chose. Ce n'est pas possible. Alors que de l'autre côté, c'est vraiment difficile. Souhaitons que les opposants se mettent ensemble. Maintenant, même dans ceux que vous voyez comme une union là, il y a encore des brebis galeuses dans le rang là. Je ne veux pas citer des noms. Ils se connaissent. Il y a ceux-là qui jouent le rôle de pôle, de taupe, du matin jusqu'au soir. Dès lors qu'ils se réunissent ensemble dans leur fameux cadre de concertation, il y en a qui livrent les informations à la seconde près. Et je crois que le même schéma, les gens ont connu ça en 2021 avec le Parti des démocrates, où les gens faisaient, en tout cas, écoutaient les candidats, mais au fur et à mesure, il y avait d'autres courants qui informaient à la seconde près les autres courants. Donc, même dans le cadre là aujourd'hui, je pense qu'il faut que les gens comprennent davantage qu'il ne leur sert à rien d'être taupe et de continuer à détruire leur propre ensemble. Il vaut mieux pour eux comprendre que l'enjeu est de taille pour eux. Maintenant, ça dépend de ce que chacun recherche. Est-ce que les gens recherchent vraiment à avoir des élus ou bien les gens sont là juste pour combler les rangs et en même temps gagner ce qu'ils savent gagner autrement? Autre information à débattre sur ce plan. Je voulais même demander humblement peut-être au président du parti FCB, Paul Mompay, de pouvoir peut-être, puisqu'il demande le parrainage des partis de la mouvance présidentielle, pourquoi ne pas se fondre carrément et faire une fusion avec les partis de la mouvance présidentielle? Et peut-être il serait peut-être le prochain candidat de la mouvance. Oui, non, mais l'autre qui lui a... Vous n'êtes pas sérieux là. Non, l'autre qui a été... Vous n'êtes pas du tout sérieux. Non, mais s'il demande ça, il dit qu'il peut faire fusion avec les Écoutez, partis je donne de la des mouvance exemples. présidentielle. Non, en fait, Paul Mompay aller dans la mouvance aujourd'hui ne devait pas une surprise pour le Béninois. C'est ça. Parce qu'on a vu... Hein, je croyais qu'il avait prouvé qu'il faisait partie de l'opposition. C'est lui seul. Je croyais qu'il avait prouvé qu'il faisait partie. Bien les propos de l'autre. Parfois, c'est que vous m'obligez à dire ce que je n'ai pas envie de dire en réalité. Mais c'est le seul qui résiste au temps. Paul Mompay est le seul opposant qu'on a déjà vu dans la mouvance depuis longtemps, mais qui résiste en réalité.
Parce qu'après lui, ceux qui sont revenus après lui, tous n'ont pas pu supporter. Hein. Je prends Théophile, comment vous appelez, l'ancien ministre de la Défense, là. Théophile Yarou, qui a créé la Nouvelle Alliance et finalement est parti déjà dans UP. Et quand vous prenez René Agossa, il a fait opposition de principe. Mais plus vite, très vite, il est déjà parti là-bas. Il y a Toleba qu'on ne sent plus. Donc, lui ne nous a pas encore dit si son opposition constructive est encore en marche ou bien il a fini de construire et qu'il a dit, bon, en fait, opposition constructive, on comprend qu'il était dans la dynamique de construire le pays avec le chef de l'État. Le chef de l'État a réalisé beaucoup de choses, c'est tellement il a donné sa contribution. Maintenant, il lui reste seulement d'officialiser son adhésion à l'UP, le niveau ou le BR. Donc, mais la seule personne qui fait l'effort de nous dire je suis opposant, mais dans le discours, que le discours trahit chaque fois, c'est Paul Ronquet. Donc, si demain matin il dit je suis UP, le renouveau, moi je suis même prêt à l'inviter pour le féliciter. Non, en fait, ça paraît banal, mais la réalité est là. Et donc, s'il veut pas, aujourd'hui, le code électoral est clair. On dit que les parrainages des élus de l'opposition iront en tout cas vers les candidats de l'opposition. Pour la mouvance, pareil. Mais vous êtes de l'opposition. Vous réclamez de l'opposition. Et vous interpellez le chef de l'État pour demander parrainage. Finalement, vous êtes quoi? Chauve-souris, ni mammifère, ni oiseau. Finalement, vous êtes quoi sur les critiques politiques? Tout au moins, on a critiqué tout le temps candidat Znaï, mais au moins, lui, il ne commence pas à prendre en tout cas, davantage d'engagement et on sent que réellement, lui, là, il est en train de couper les liens concrètement. Même si lui a tout le temps appelé aux gens, appelé au boycott des élections, mais dans son discours, on sent que celui-là, quand même, de plus en plus, qui se démarque de la mouvance. Mais Paul Ronquet, vous dites que vous êtes opposant. Mais c'est vous qui... Il s'est mis une confusion, tout simplement. Non, il ne s'est pas en confusion. Il est en train de nous montrer qui il est. Bon, voilà, nous allons parler d'un autre sujet pour c'est nous qui ne voulons pas le de comprendre. ce matin. C'est nous qui ne voulons pas le comprendre. Lui, il se comprend quand même. Voilà. Modernisation des services financiers au Bénin. Bientôt, un schéma directeur pour la numérisation du secteur financier. Bientôt, un schéma directeur pour la numérisation du secteur financier. Marc Goudjan. Les financiers sauront vraiment de quoi il s'agit concrètement. Mais de toutes les façons, quand on parle de numérisation, on comprend qu'il y a beaucoup de données à caractère financier qu'il faut quand même essayer de peut-être d'informatiser beaucoup plus, de rendre beaucoup plus accessible avec la numérisation. Et donc, sûrement au niveau des acteurs financiers, ce sera un grand pas qui va pouvoir permettre de pouvoir faciliter les opérations, de pouvoir faciliter également les contrôles au niveau des services financiers, de pouvoir connaître, de pouvoir voir la traçabilité au niveau des opérations qui sont faites, et ça va également faciliter l'audit aux inspecteurs et en tout cas à tous les auditeurs financiers de pouvoir quand même faire plus facilement leur travail. Je pense que si cela est fait, s'il y a un schéma directeur, c'est que forcément ce serait vraiment un canevas qui va leur permettre quand même de pouvoir suivre des lignes directives, quelle qu'en soit l'alternance qu'il y aura, quel qu'en soit le changement qu'il y aura dans quelque structure financière qui existera. Et ça va permettre quand même de pouvoir suivre les choses de façon stratégique, et sûrement cela va nécessiter forcément une base de données qui va permettre de pouvoir quand même suivre toutes les opérations, de pouvoir suivre. C'est vrai qu'il y en existe déjà. Il y en existe déjà, et si aujourd'hui on décide de mettre en place un schéma directeur, c'est sûrement qu'il y a des insuffisances à ce niveau-là et qu'il faille quand même essayer de corriger pour pouvoir mieux mettre en place le système, pour pouvoir moderniser en réalité le système financier au Bénin, parce qu'il faut remarquer que la plupart des lignes de corruption partent de là, la plupart des détournements partent de là, et qu'il faut quand même essayer de pouvoir limiter les choses en modernisant ce secteur-là. Et je pense que les ministres sectoriels feront bien le travail, et ce serait quand même pour la bonne marche des activités, que ce soit pas seulement au niveau du secteur financier, mais c'est le secteur financier qui détermine également la mise en application. Également nous profite, parce que quand même la population béninoise est à un pourcentage élevé analphabète.
Donc, est-ce que cette réalité est prise en compte dans ces réformes-là? Je pense que cette réalité va concerner beaucoup plus les spécialistes. Ça va concerner beaucoup plus les spécialistes au niveau de ce secteur-là. Mais pas forcément nous, citoyens lambda. La seule chose qui peut-être pourrait nous impacter, c'est peut-être la facilitation des opérations à un certain niveau, parce que ça va permettre, lorsque c'est numérisé, lorsque vous serez à la recherche d'un certain nombre d'informations, ça vous donne une facilité de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Et lorsque vous devez faire des formalités administratives liées, par exemple, aux finances, c'est que vous aurez plus de facilité d'avoir les informations nécessaires et de pouvoir mener, par exemple, certaines opérations en ligne. Pour les populations dont vous parlez, qui n'ont pas cette facilité de pouvoir manipuler les TIC, par exemple, c'est que forcément, ils auront au moins un membre de leur famille qui est allé à l'école. Roland Toneikes, vous avez exactement 5 minutes chrono, ou même voire 4 minutes pour développer ce sujet, parce que tout simplement, je tiens à faire l'horoscope ce matin avant l'actu décalée. Allez-y. Ce qui est bien, les téléspectateurs constatent que chaque fois que vous laissez eux parler, que c'est mon tour, vous dites plus rapidement, monsieur Laurent. Vite. Non, c'est pas. Et il parle plus rapidement aussi. C'est pas que les maladies seules. En tout cas, les gens constatent. Allez-y. Alors, oui. Modernisation des services financiers au Bénin, un schéma directeur pour la numérisation du secteur financier, je crois que c'est très capital. Hein. Quand on aspire au développement, il faut quand même faire les choses autrement pour mettre de côté les anciennes pratiques qui favorisent la corruption, le détournement, tout ce que vous avez, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance et autres. Vous savez, le pouvoir en place... Il y aura plus une traçabilité. Il y a de traçabilité. Et vous savez, la dernière fois, on parlait de lettres de voitures électroniques, par exemple. Ça permet de faire le tracking des véhicules quand il y a une marchandise chargée à Cotonou, de suivre jusqu'à destination du produit. Parfois, les gens disent qu'ils vont au Niger et puis après que c'est un produit en transit, mais il devait sur le territoire national. Donc aujourd'hui, on peut... Donc quand on parle de numérisation du secteur financier, c'est très capital aujourd'hui pour quand même limiter un peu le désordre qu'on observe dans la gestion des finances publiques. Vous savez, quand le gouvernement de Patrice Talon est arrivé au pouvoir, ils ont mis en place un certain nombre de réformes, notamment au niveau de la douane, par exemple. Et pour une prévision de 539 milliards de francs CFA à avoir en 2022, le gouvernement a réussi à avoir 548 milliards. Pourquoi? Parce que désormais, les paiements se font en ligne, il y a un certain nombre de choses qui se font dans une certaine mesure. Mais c'était des réformes qu'on a voulu expérimenter pour voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, avec les résultats qu'on a obtenus, parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, est que la plupart du temps, vous payez en ligne, vous avez les services en ligne. Et l'argent qui rentre en ligne, c'est qu'il y a une traçabilité, on sait où ça va, d'où ça sort, d'où ça là. Or, hier, c'est que vous payez main en main et ça favorise le détournement, la corruption, tout ça là. On ne sait pas qui véritablement rencontre. Mais aujourd'hui, on ne peut pas vous dire de payer pour un tel montant en ligne, vous payez en ligne et puis finalement, il n'y a plus de considération autre mesure. Il y a peut-être les possibilités où les gens négocient autrement, mais dès que l'argent va en ligne, va dans la caisse de dépôt du Trésor, c'est difficile de récupérer ou bien de couper sa part et autres. Je crois qu'aujourd'hui, quand on propose un schéma directeur aujourd'hui, ça va quand même contribuer à sécuriser les ressources de l'État, notamment au port de Cotonou, au niveau du service des impôts, au niveau comment vous appelez, de la douane, au niveau d'autres secteurs. Et moi, j'irai plus loin en disant que oui, quand vous prenez un peu la SP2E aujourd'hui, vous prenez la SONAB, on paye en ligne. Mais l'idéal aurait été qu'on généralise même aussi ça pour qu'on n'ait plus à trimballer de l'argent à payer aujourd'hui. Donc, si le service financier est davantage numérisé et que tout se fait en ligne, on connaît. C'est vrai que ceux qui sont dans les activités un peu frauduleuses ont du mal à s'en sortir parce que quand l'argent passe, on demandera pourquoi ce montant-là passe dans une certaine mesure. Les banques aujourd'hui, c'est quand même, on comprend, hein, le secteur financier, vous allez dans les banques, vous n'avez plus besoin d'aller faire les rentes dans les banques, dans certaines banques. Vous restez à la maison chez vous, vous avez votre sous, vous payez en ligne, vous faites tout. Donc cette numérisation aujourd'hui, non seulement ça règle un problème de sécurité, ça règle un problème de corruption, ça règle un problème de détournement et ça règle un problème de sécurisation de nos ressources publiques. Alors, merci Roland Toneikes pour je suis resté dans le temps. Précision. Oui, vous êtes resté pile poil. Il est 9h00. Merci Marc pour vos apports.